qui était le standard il y a un an à peu près, chez des patients non DEL17P, qui sont quand même plus de 90% des patients en première ligne, en fonction de l'état de fitness du patient, on faisait une chimiothérapie, enfin on fait toujours d'ailleurs, FCR chez les patients les plus fit, chloraminophène plus anticorps anti-CD20 chez les patients unfit, et Herbinda qui reste une option chez les patients qu'on juge intermédiaires. Chez les quelques DEL17P, AMM de l'ibrutinib obtenu en 2014, en même temps que le R-idéladizine, mais le R-idéladizine s'est un peu cassé la figure par la suite à cause de toxicité. Donc vraiment, l'inhibiteur de BCR de choix aujourd'hui, c'est l'ibrutinib. Alors si on se place sur les actualités qu'il y a eu dans ce groupe de patients, donc les patients non DEL17P FIT qui sont éligibles au FCR, qu'est-ce qu'il y a eu sur ces congrès depuis un an? Alors il y a eu des SEGRIN, les SEGRIN c'était un essai de phase 3B, donc il évaluait surtout la tolérance et la sécurité du GA101. Donc dans cet essai, on pouvait associer le GA101 à n'importe quel chimio, FC, Binda ou chloraminophène, comme on voulait. Donc l'ensemble de la cohorte avec tous les patients a été publié en 2017 sur la tolérance. Sur l'ensemble de la cohorte, il n'y avait pas de grosse surprise, c'est plutôt dans le groupe GA101 Binda qui a vraiment eu un excès de toxicité. Là, on s'intéresse au sous-groupe GFC, donc GA101 FC à la place de RFC. Ce qu'on voit sur l'efficacité, on a des données très précoces pour l'instant pour la LC, il faut quand même du recul. Alors pour rappel, le RFC avait été actualisé, l'étude du MD Anderson avait été actualisée en 2016. On avait une PFS médiane chez ces patients en première ligne de 6 ans, qui était particulièrement bonne pour les IG mutés, où la PFS n'était pas atteinte, mais probablement vers 12-13 ans. Donc un plateau chez les IG mutés, sous réserve qu'ils étaient MRD négatifs, chez les IG mutés MRD+, on n'avait pas le plateau. Là, ce qu'on voit chez ces patients GFC, on a un très bon taux de MRD-, qui est à 94% dans le sang, 72% dans la moelle. Avec le RFC, après, c'était des techniques plus anciennes, on avait environ 40%, un peu plus de 40%. Après, pour l'instant, IG muté, IG non muté, on a un recul que de 2 ans. On a l'impression que ça reste quand même un peu supérieur dans les IG mutés. Il va falloir plus de recul pour savoir si ça gomme ou pas le statut mutationnel. Alors on sait que le RFC ça marche très bien, après on a environ 5% de myélodysplasie, voire leucémie aiguë à long terme, qui est quand même une activité très embêtante chez ces patients qui survivent longtemps. Donc cette étude qui associe ibrutinib plus GFC, ça peut paraître très lourd d'emblée, mais en fait le but c'est une épargne de la chimiothérapie, en se disant finalement si on rajoute l'ibrutinib, est-ce qu'on ne va pas avoir plus de MRD négatif qui pourrait permettre d'arrêter le traitement et finalement de faire une épargne de la chimiothérapie. Alors cette étude, c'est une phase 2 dont les premiers résultats ont été présentés à l'ASH 2017. Alors les patients étaient des très bons patients, parce que première ligne, FIT, non DEL17P, IG muté, à l'AXC, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc là, il faut vraiment être très exigeant sur les résultats. L'objectif principal, c'était du coup la MRD dans la moelle après 3 mois, donc après 3 cycles de ibrutinib et GFC. Si on avait une MRD- ou plus, d'ailleurs, on continuait par juste une combinaison d'ibrutinib et de GA101, qui différait justement en fonction de la MRD, mais plus de chimio après 3 cycles. Et après 12 cycles, les MRD- arrêtaient tout le traitement, ce qui est séduisant d'avoir des arrêts de traitement de ces thérapies ciblées dans la LSC. Donc les résultats qu'on a, c'est sur une trentaine de patients, les premiers patients. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a 83% de MRD dans la moelle après les 3 cycles d'ibrutinib et GFC, mais que surtout, après avec la deuxième phase de traitement par Ibru et GA101, la MRD continue à augmenter et monte même jusqu'à la fin du traitement à 100% de MRD négative. Donc des résultats, évidemment, là, on ne peut pas faire mieux. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir, après l'arrêt du traitement, que deviennent ces patients. Pour l'instant, on a un recul sur une vingtaine de patients qui sont à 5 mois de l'arrêt du traitement, qui sont toujours MRD-, mais on attend la suite probablement à la SH de cette année. Donc pour rappel, des patients sélectionnés qui étaient quand même de très bons pronostics à la base, mais des très bons résultats. Alors les CGI du groupe Philo, c'était aussi une épargne de chimiothérapie, mais avec le raisonnement un peu inverse, où cette fois-ci on commençait par l'association GA101 plus ibrutinib, on évaluait la MRD au 9e mois, et les patients MRD- avaient une épargne de chimio, et ceux qui avaient une MRD positive recevaient GA101 FC plus ibrutinib. Donc là, la SH 2017, c'est la première phase qui a été présentée, donc les résultats au bout du mois 9 de la combinaison GA101 ibrutinib. C'était un peu décevant de voir qu'on n'avait que 13% de MRD négatif, donc finalement 87% des patients qui devaient continuer par de la chimiothérapie. Après, la deuxième phase de traitement avec l'objectif principal qui était au mois 16 va être présentée normalement en poster à la SH 2018 cette année. Alors, et pourquoi pas faire complètement sans chimiothérapie? Donc là, c'est l'association ibrutinib-venetoclax.
Alors, elle repose sur un rationnel qui est on pense que, il y a des données in vitro qui montrent que l'ibrutinib, le vénétoclax, son action c'est d'inhiber BCL2. En inhibant BCL2, il va libérer la protéine BIM qui est la protéine 3 apoptotique. Et on sait que l'ibrutinib in vitro, il augmente ce taux de protéine BIM. Donc il va augmenter le taux d'une protéine 3 apoptotique, mais qui est piégée par BCL2. Donc le rationnel, c'est qu'on se dit qu'en rajoutant le vénétoclax derrière, on va libérer cette protéine qui a été surinduite par l'ibrutinib. Après, il y a plusieurs autres hypothèses biologiques derrière, mais ça, c'est une des hypothèses. Donc Captivate, c'était un essai. Alors cette fois-ci, on n'est pas que dans les non DEL17P, on est dans toutes les premières lignes. Donc il y avait des DEL17P qui étaient inclus, 15%. Donc une première phase de traitement où on associait ibrutinib et vénétoclax. Pendant un an, on donnait l'association avec de l'ibrutinib seul les 3 premiers mois pour essayer de débulker un peu la maladie et d'éviter les syndromes de Lise dus au vénétoclax. Donc pour l'instant, à l'ASCO 2018, ce qui a été présenté, c'est les résultats de cette première phase de traitement, donc la combinaison pendant un an de ibrutinib-vénétoclax. Alors la première chose, c'est que ça marche de donner l'ibrutinib au début seul, ça permet de bien débulker la maladie, puisque là, les 24% de patients qui étaient à haut risque de Lise au début, on n'en retrouve plus que 3%. Donc il y a 90% de patients de haut risque qui viennent de moyen risque, qui permet après de donner le vénétoclax dans des conditions de sécurité meilleures. La deuxième chose, c'est qu'on a des MRD négatives précoces et prolongées. Donc là, on voit qu'après le 9e mois, on a 77% de MRD négatives et que ça augmente par la suite, 12e mois, 15e mois. Donc là, on est à la fin de l'association. Donc à voir la deuxième phase de traitement, elle randomisait ibrutinib ou pas, à voir ce que ça donne après l'arrêt du traitement et avec un traitement qui était dit allégé pour la suite pour les patients MRD-. Alors si on se place, l'AR-bendamustine, pas grand chose, si ce n'est comme on a dit, le sous-groupe GA100-bendamustine, il y a eu un excès de toxicité, donc c'est une association qui n'est pas trop retenue. Si on se place chez les patients unfit première ligne, donc les patients soit qui ont une tolérance de la créatinine altérée, soit qui sont âgés, soit qui sont fragiles, intérêt du chloraminophène plus rituximab. Alors là, ce qu'on a vu dans l'étude de 2014, c'est que le GA101 chloraminophène fait quand même mieux chez ces patients. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a 20% de MRD dans la moelle, alors qu'avec rituximab chloraminophène, on en avait très peu, voire pas. Donc on a vraiment l'impression qu'ici, c'est le GA101 qui amène la MRD, qui d'ailleurs a été un des rationnels de l'étude GAI pour utiliser le GA101 en espérant avoir un peu plus de MRD négative. Le critère de jugement principal, c'était la PFS, qui était largement positif pour le sous-groupe GA101 chloraminophène. Donc ça a donné son AMM et vraiment l'avantage sur le rituximab chloraminophène sur ce critère. On voit ici la PFS qui était très bonne, et donc quand l'étude est sortie, la survie globale, il n'y avait pas de différence chez une maladie où on sait qu'il y a des rechutes, mais que les malades meurent moins que dans d'autres maladies agressives. L'actualité qu'il y a eu à l'EHA cette année, c'est l'analyse finale à 5 ans, et finalement avec un recul de 5 ans, on se rend compte qu'apparaît un bénéfice en survie globale, ce qui est assez rare dans les études de la LS. Il y a l'ibrutinib chez les L17P, il y a celle-là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc vraiment bénéfice en survie globale chez ces patients unfit du GA101 chlorambucil par rapport au rituximab chlorambucil, et bénéfice jusqu'au prochain traitement. Donc ça donne vraiment envie de privilégier cette association-là chez ces patients, et d'ailleurs c'est devenu l'association de choix pour les essais de phase 3 randomisés chez les patients unfit en première ligne. Donc dans ces essais de phase 3, par exemple, il y a l'essai Illuminate qui comparait justement par rapport à ce standard GA101 chlorambucil, GA101 plus ibrutinib. Alors là, on a juste eu à l'EHA que le critère de jugement principal était rempli, entre guillemets, avec une amélioration de la PFS. Après, on n'a pas de chiffres, on n'a pas encore plus de données, probablement qu'on les aura à la SH. Alors, une autre étude qui n'était pas à la SH cette année, qui était un peu plus ancienne, ces résultats, mais dont on va avoir l'actualisation bientôt, c'est toujours GA101 chlorambucil comme traitement de référence chez ces patients unfit première ligne, comparé cette fois au GA101 vénétoclax. Et là, on n'avait que la running période, les premiers patients inclus sur 12 patients, 11 étaient MRD sans négatif, c'est-à-dire à moins de 10-4, et le patient qui restait, il était en MRD intermédiaire entre 10-2 et 10-4. Et à 15 mois, donc les patients, il n'y avait eu aucune progression. Donc un traitement qui paraît aussi très prometteur GA101 vénétoclax. Et on a en ce moment qui est ouvert l'essai GLOW qui compare toujours au bras comparateur GA101 chloraminophène l'association ibrutinib et vénétoclax qui est en cours de recrutement et qui recrute très vite. Sauf en France. Sauf en France, tout à fait. Voilà pour la première ligne. Vous voulez que je te laisse compter sur la première ligne? Merci beaucoup. Venez de manomètre, ma foi.
Je vous pose une question, parce que je vais faire le père du service comme aussi. Tu n'en as pas fait. Tu te moques de moi, Herbadamustine ou chloraminophène obinutuzumab, qu'est-ce que tu fais toi? C'est vrai que de plus en plus on a envie de se laisser le choix entre juste RFC et GA101 chlorambucil. On a l'impression que la R20 là elle recule de plus en plus. Après nous ça nous arrive quand même de valider en RCB chez des patients un peu intermédiaires la R20 là, mais c'est vrai que de plus en plus on a envie de choisir entre les deux autres solutions. On va enlever la badamustine. Il y en a qui n'en font plus, je crois que les Allemands n'en font plus par exemple. Ils ont beaucoup de lymphocytes CD4 et pendant des années. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose d'important, GA101, badamustine, c'était toxique dans la LLC, c'était toxique dans le folliculaire, hein, dans le bras ganglion, il y avait 5% de mortalité toxique dans le bras GA badamustine. Et ensuite, tu nous montres des résultats avec des maladies résiduelles négatives dans la moelle osseuse chez grosso modo 4 patients sur 5, sur des schémas soit thérapie ciblée chimio, soit mélange de thérapie ciblée, doublette ou triplette, moins de 20 malades à chaque fois. Hein. Donc, quel est pour toi est-ce que c'est la doublette, la triplette, qu'est-ce qui va être le traitement en 2019 qui finira par enterrer le FCR, à ton avis, ou même le chloraminophène obinutuzumab? La doublette, en tout cas, ibotinique, vénétoclax, on a vraiment l'impression que ça marche très très bien. Après, là, il y a des essais en cours avec triplette, hein, on rejoint un peu le milieu, où GA101, vénétoclax, ibotinique. Est-ce que la triplette, elle va vraiment amener un bénéfice par rapport à la doublette? Ensuite, c'est sûr que ce sera beaucoup plus cher. Après, on va tester, je ne sais pas. Après, plutôt, on a une MRD, peut-être que plutôt on pourra arrêter le traitement et du coup, ce sera aussi une économie pour le patient. Et donc, pour vous tous, rappelez-vous que quand même, quand on prend en charge une première ligne, hein, tu l'as montré au départ, il faut voilà, les critères de traitement, oui ou non, le stade de Binet, c'est important, les comorbidités, la fonction rénale, donc des trucs de cliniciens qu'on doit tous faire, hein, un peu comme le LEF. Et ensuite, on met le TP53, IGHV. Oui. Ah oui, voilà, il faut une galère à voilà, c'est ça. Et délétion 11Q, délétion 17P, parce qu'en fait, en 2019, quand on aura le prix du ibrutinib en première ligne, il y aura vraiment des questions à se poser chez des patients avec, par exemple, délétion 11Q, bêta-2 microglobuline élevée, grosse masse tumorale. L'ibrutinib chez ces patients-là, en première main, fait mieux que le FCR, hein, et de loin. Donc, il y aura peut-être déjà dès l'année prochaine, lorsqu'on pourra faire l'ibrutinib en première ligne de façon un petit peu plus facile, entre guillemets, d'un point de vue d'argent bien sûr, il y aura vraiment un algorithme qui va vraiment changer. Donc l'algorithme, on avait mis 10 ans à avoir un algorithme simple comme tu l'as montré, et on va tout recommencer, puisque les schémas qu'on vous a montrés ne sont absolument pas sensibles au statut IGHV, à la délétion 11Q, la délétion 7P reste importante, et même pas à l'âge, puisque vous avez vu, ça peut se faire à 75 ans, chez des patients comorbides. Donc c'est vraiment une vraie révolution. Objectif pour tous, éradication de la maladie résiduelle, peut-être guérir la LLC. On l'espère tous. Je te laisse parler. On peut vous interrompre ou après? Surtout pas, parce qu'on a bien répété. Non. Alors, par rapport au GA chloraminophène, qu'est-ce qu'il apporte le chloraminophène? Par rapport à ce qui était du GA seul, c'est vrai que ça. Alors, il y a le professeur Cartron qui a publié une étude de GA101 seul, j'ai oublié sa parole. Non mais tu as raison, c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec BR polatuzumab. C'est-à-dire que quand tu as des bras qui sont, la molécule qui est associée qui est nulle, ben, ça ne fait que mettre en valeur la qualité de la molécule qui est associée. Voilà, donc moi je conseillerais plutôt d'utiliser le GA101 avec du chloraminophène, avec un schéma peut-être plus optimisé comme on a l'habitude en France. Et à ce moment-là, je pense que les taux de réponse et sans doute la PFS est encore supérieur. Parce que, comme disait Lucie, on a du mal à mettre la dose de chloraminophène quand même, parce qu'ils sont souvent ils sont neutropéniques, les patients GH. Mais je pense qu'il faut mieux l'utiliser sur le schéma français, tu vois. C'est mieux toléré. Souvent G1G5 et pas G1G15. Nous on fait le schéma français, on fait le G7. Voilà, et c'est difficile. Mais je pense que ça peut être difficile le premier cycle, parce qu'on a souvent des neutropénies induites à l'obinutuzumab au premier cycle. L'efficacité du GA101, c'est tellement efficace, c'est pratiquement par la LLC, il active les neutrophiles, et le neutrophile activé fait quoi? Il crache ça, il est motivé et il meurt. En fait, ce sont des neutropénies, pas centrales, hein, sur le web. Non, des neutropénies, un petit peu comme les thrombopénies au BL4, ce que tu connais bien. Et c'est des choses un mois et demi. Alors après, tu peux te poser la question, tu fais ton GA101, puis
Tu commences donc là, on a fait notre deuxième cycle, hein, c'est pour pourquoi c'est révolutionnaire. Alors on va continuer. Alors oui, juste sur les DEL17P en première ligne, évidemment, il y a tellement peu de patients qu'il n'y a pas d'essai qui leur sont purement consacrés, ça va être des études en sous-groupe. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'Activate, dont on a parlé dans ce bras-là, qui inclut les DEL17P+, et moins. Alors si on passe à la rechute, oui, donc pardon, donc les changements dont on a parlé qui peuvent arriver, c'est amélioration du FCR avec du G ou du I, et nouvelle combinaison de thérapie ciblée chez les unfit, et pourquoi pas I plus vénétoclasse chez les DEL17P. Donc pour la rechute, l'algorithme simple entre guillemets, s'ils ont la DEL17P, rechute post-ibrutinib, AMM du vénétoclax qui est arrivé fin 2016, qui a donné jusqu'à progression, et s'ils n'ont pas de DEL17P, on peut reprendre, jusque-là on disait qu'on pouvait reprendre la chimio, surtout s'ils rechutaient à plus de 3 ans, chimio par FCR ou Herbinda, ou place de l'ibrutinib en première rechute avec une AMM remboursée et une indication assez répandue maintenant. Alors pour revenir sur l'ibrutinib justement, son AMM en rechute, il a été donné entre autres sur une étude de phase 3 qui comparait à l'ofatumumab. Cette étude, elle a été actualisée à la SH 2017. On a un recul plus long avec une PFS à 2 ans qui est de 74%. Donc pour rappel dans l'algorithme, je ne vous ai pas dit, mais le FCR en rechute, alors il y a des études qui comparaient FCR en rechute, VS, FCR plus anticorps, qui n'avaient pas grand intérêt, mais ce qu'on avait c'était la PFS du FCR qui était la moitié des patients progressent à 2 ans. Alors évidemment, ce n'était pas comparé directement, donc on ne peut pas les comparer, mais si on regarde quand même dans cette update, à 2 ans, là, il y a 3/4 des patients qui n'ont pas progressé. Donc on a quand même l'impression que ça fait mieux que le FCR. Ce qu'on voit, c'est que là, c'est en fonction du statut DEL17P. Donc les DEL17P font quand même un petit peu moins bien, même si ce n'était pas complètement significatif. Après, c'était significatif pour les patients qui avaient à la fois la DEL17P et la mutation TP53. Eux, à distance, on voit quand même des courbes s'écarter. Et ce qui était très intéressant, c'est la courbe ici. C'est pas un rectangle, mais c'est quand même une belle courbe. Ça, c'est les patients qui avaient l'ibrutinib utilisé dès la première rechute. Et là, on voit qu'ils font nettement mieux que les patients qui ont l'ibrutinib utilisé aux rechutes ultérieures. On a quand même une PFS à 1 an de 92% qui est excellente. Donc vraiment, ces deux données-là, de PFS plus cette courbe à la première rechute, ça donne vraiment envie d'utiliser l'ibrutinib dès la première rechute le plus tôt possible. Alors le vénétoclax, on l'a dit, AMM en fin d'année 2016, l'AMM il a été donné entre autres sur une étude de phase 2 qui évaluait la place du vénétoclax après échec d'IBCR. Donc il y avait 2 bras dans cette étude, le bras A c'était post-ibrutinib et le bras B post-R-idélalysib. Les deux ont été actualisés, là on va juste parler du bras A post-ibrutinib parce que finalement c'est celui qui correspond le plus à nos pratiques. Donc on avait des patients très lourds, une centaine de patients, 4 lignes de traitement antérieures, la moitié était des 17P, c'est pas mis là, mais les 3/4 étaient IG non mutés, et voilà, 4 lignes de traitement antérieur, donc c'était vraiment des patients très très lourds. On a une PFS médiane qui est de 2 ans, donc finalement chez ces patients très lourds, 4 lignes de traitement qui étaient souvent réfractaires à l'ibrutinib, on retrouve le même chiffre de PFS du FCR en première ligne, en deuxième ligne du patient qui va pas trop mal. Donc évidemment toujours des chiffres pas comparables, mais une PFS excellente pour le vénétoclax qui lui a rapidement donné l'AMM. Si on regarde dans les sous-groupes, la DEL17P pour l'instant avec le recul qu'on a, il n'y a pas de différence entre les mutés et non mutés. Par contre la MRD oui. Ce qu'on voit avec le suivi, c'est qu'il y avait environ 40% de patients MRD négatifs et qu'aucun n'a progressé, la PFS n'est pas atteinte pour l'instant. Alors comment améliorer le vénétoclax? Est-ce qu'en combinant avec le rituximab ça marche? Donc là, il y a une étude de phase 3 randomisée qui est l'essai Murano, les résultats principaux sont sortis à la SH 2017, et c'est dont on a beaucoup entendu parler. Là, c'était dès la première rechute des patients DEL17P ou pas DEL17P, et c'était comparé à herbendamustine. Donc les patients, ils avaient soit 6 cycles de herbendamustine et fin du traitement, soit 6 cycles de rituximab vénétoclax, suivi par du vénétoclax d'entretien pour 2 ans, et arrêt de traitement. Donc on avait quasiment 400 patients, on avait un quart de patients DEL17P, alors c'est vrai que là pour les patients DEL17P, le bras comparateur aujourd'hui ne correspond pas à nos pratiques, mais on avait quand même d'excellents résultats avec une PFS à 2 ans qui était de 85% pour le R-vénétoclax, du coup en première rechute. Alors c'était vérifié dans tous les sous-groupes, l'avantage du R-vénétoclax, qu'on soit DEL17P, qu'on soit réfractaire, qu'on soit statut muté ou non muté. On voit sur ces courbes que R20A, évidemment sur les DEL17P ça fait pas bien, mais sur les non DEL17P, c'est quand même pas terrible non plus, à côté des courbes de R-vénétoclax. Alors là aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, on peut se demander finalement, vénétoclax seul, qu'est-ce qu'il aurait donné par rapport à R-vénétoclax.
Voilà. Alors, ce qu'on a eu la suite de Murano à l'ASCO et à l'EHA 2018, c'était des données sur la maladie résiduelle négative. Donc là, elle était évaluée au 9e mois, donc avec la réserve qu'au 9e mois, les patients du gras R vénétoclax, ils étaient toujours hors traitement, ils avaient toujours le vénétoclax, ils n'avaient plus le riflux, mais ils étaient toujours sous vénétoclax, alors que les patients du groupe R-Binda avaient fini le traitement depuis 3 mois. Ce qu'on voit, c'est que la MRD, elle est franchement supérieure dans le gras R vénétoclax, et c'est vérifié dans tous les sous-groupes, encore une fois, notamment les DEL17P et le statut mutationnel. Ce qu'on voit aussi avec du recul, donc là c'était un diagramme qui représentait les 121 patients qui étaient MRD-, et si on se met un an après, en vert, c'est ceux qui sont restés MRD-. Donc on voit que dans le bras R vénétoclax, un an après, la plupart des patients ont gardé leur MRD négatif, donc ils étaient toujours sous traitement une fois de plus, puisque c'était 2 ans. Donc toujours sous traitement. Par contre, R-Binda, on voit que ceux qui sont restés MRD-, ils sont vraiment très faibles. C'est ce qui est représenté ici. En vert, c'était les MRD-, sous R vénétoclax, ils l'atteignent, ils la gardent. Sous R-Binda, ils montent un tout petit peu et en plus, ils la perdent. Donc évidemment, à voir dans le temps ce que ça va donner à la fin des 2 ans de traitement, une fois que les patients vont arrêter le vénétoclax. Donc normalement, cette association, elle a eu un avis favorable du CHMP, elle devrait avoir la MM en fin d'année. Alors on attend les modalités exactes. Est-ce que ça va être en première rechute ou est-ce que ça va suivre les conditions de la MM actuelle du vénétoclax? On ne sait pas trop, a priori ce serait plutôt selon le schéma Murano. Alors l'association vénétoclax-ibrutinib, c'est l'association dont on a parlé avec Captivate en première ligne. Ça c'est le rationnel dont je vous parlais de la surexpression de la protéine BIM et de la potentialisation derrière du vénétoclax, donc on ne va pas le répéter. Donc cette association, elle est aussi testée en rechute dans 2 études. Alors il y a l'étude Clarity qui a été présentée par Peter Hillman à l'ASH, qui prenait des patients en rechute et qui donnait le traitement. Donc maintenant on va voir, en fait la question c'est comment on donne le traitement, à quel moment on arrête et quelle molécule on arrête. Donc là toujours le débulking par l'ibrutinib pour éviter les syndromes de Leigh au vénétoclax. Et donc lui, la stratégie, c'était une stratégie MRD guidée. Si à 6 mois, les patients étaient MRD-, on continuait le double traitement, donc on arrêtait tout à 12 mois pour consolider cette MRD. Si c'était négatif à 12 mois d'avithérapie, on doublait, donc jusqu'à 24 mois, on arrêtait tout à 24 mois. Et pour les patients qui gardent une MRD positive, on arrête le vénétoclax quoi qu'il arrive à 2 ans et on poursuit l'ibrutinib. Donc pour l'instant, on n'a que des premiers résultats sur cette étude Clarity, avec des bons résultats, puisqu'on a précocement à 6 mois presque 40% de MRD-. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la MRD- en vert ici, elle a l'air de ne faire que augmenter au fur et à mesure des mois. Donc on espère que 6 mois, ça fait déjà 40% du traitement des patients qui vont pouvoir arrêter le traitement au bout d'1 an. Et les données vont être présentées, actualisées à la SH. On espère que la MRD va continuer à augmenter. L'étude du MD Anderson, c'était un peu la même chose avec des schémas d'arrêt un peu différents et ça incluait des patients de première ligne. Et globalement, des bons résultats de MRD- aussi. Donc finalement, LFT à la rechute, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer? Alors la chimio reprise en première rechute, c'est vrai qu'on a envie de se dire que place à l'ibrutinib, déjà pour les bons résultats qu'on a vus, et en plus parce que maintenant on a même des alternatives derrière l'ibrutinib. Ensuite, le vénétoclax qui a la MM en 2e ligne des DEL17P et en 3e ligne des non-DEL17P, est-ce qu'il va être associé au rituximab? Est-ce qu'il va remonter les lignes dans l'AMM en étant validé en première rechute? Combien de temps on va le donner? Est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter en fonction des chiffres de MRD? Et la combinaison avec l'ibrutinib, qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que ça va être validé? Voilà, donc pour finir, à la SH 2018, normalement on devrait avoir la suite de GAI au mois 16 qui est le critère de jugement principal, la suite des 3 cures de GAC dont on a parlé en première ligne, la deuxième phase de Captivate qui associe l'ibrutinib et vénétoclax pendant 1 an, plus de données sur Eliminate avec des chiffres de PFS, la CLL14 GA100 vénétoclax chez les patients unfit, et en rechute, la suite de Murano, la suite de Clarity et beaucoup d'autres études. Je laisse Loïc sur le Je peux revenir sur l'algorithme. Je pense que je serais moins hypopathe que toi. La chimiothérapie, c'est mort en chute de LC. Il faut arrêter de faire ça. Hein. Plusieurs études montrent qu'il y a un avantage d'OS à n'importe quelle thérapie ciblée. Idella, Ivoru, vénétoclax, out, merci la bana. Au revoir. Voilà, on passe à autre chose. Une fois qu'on a fait, quand on aura le vénétoclax rituximab, la vraie question, ça sera en 2019, en première rechute, ibrutinib versus R-vénétoclax. Après, c'est vrai que ça dépend. Si R-vénétoclax a des possibilités d'arrêt sur MRD, c'est quand même intéressant, un traitement qu'on va pouvoir arrêter. Parce que pour l'instant, l'ibrutinib, on sait que tous ceux qui arrêtent, ils progressent. Ceux qui arrêtent contre toxicité ou autre chose, ils finissent par progresser.
Ceci dit, personne ne fait de la MRD tous les jours à des LLC, quoi. Ah. Mais, justement, on vous laisse les questions. Est-ce que c'est de la MRD sans ou de la MRD moelle? Parce que c'est ça qui va être important aussi pour le management pratique des patients. Bah, en fait, ça dépend des études et des traitements. Alors, je sais pas, Loïc, on a l'impression que, par exemple, dans Murano, Hervé Netoclax, Peter Himel, quand il a présenté, il avait comparé sang et moelle, il avait vu qu'il y avait une bonne concordance. Pour l'association Rituximab et Netoclax, mais probablement ça dépend du traitement qu'on a. GV. Giasan et Netoclax. Oui, Oui. Donc, probablement, ça dépend des traitements qu'on a et donc peut-être pas tous la même concordance à garder. Et attention, c'est pas attention. Ces traitements-là, ne sont pas du tout faits pour s'arrêter dès que la MRD est née. Non. En fait, le traitement GV, c'est 12 mois, Ibrus et Netoclax, c'est 18 mois, et quand on et on regarde à différents temps si on a atteint la MRD. Mais si on a la MRD négative, par exemple, à 5 mois de traitement, on n'arrête pas le traitement. On va à la fin du 12 mois si on fait du GV, à la fin des 18 mois si on fait Ibrus et Netoclax. C'est-à-dire c'est différent par rapport à ce qu'on fait nous dans notre vie avec le FCR. Vous faites 3 FCR qui a un peu de tox, vous faites la MRD négative, oh, stop, je vais la shooter, je m'arrête à 3 cycles. Il y a une étude américaine qui a été publiée dans le Leukemia, le MD Anderson fait ça. Eux, ils font la moelle. Bon voilà, la MRD moelle, je vous rappelle, c'est comme la MRD sang, ça rate complètement le ganglion. Ça reste un lymphome la LLC. Hein. Personne vient vous parler de TEP, de scan, d'IRM. Voilà, il ne faut pas trop s'exciter sur l'argument, c'est vrai, c'est de se dire, lorsqu'on est on va faire 2 ans de Netoclax Ritux et l'ibrutinib, normalement, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. La pratique, dans raisonner, etc., c'est que voilà, il y a 74% des patients qui sont encore en traitement à 2 ans. Et puis quand on recule et qu'on recule dans le temps, il va falloir baisser les doses, éviter les tox, maintenir le malade tranquille, et pas forcément aller chercher la MRD avec les dents, mais trouver un traitement d'entretien gentil, facile à passer, pas trop cher, et qui maintient le malade en rémission. Voilà, sans absolument chercher forcément la maladie résiduelle. Si on allogreffe le malade, je pense que là la question est différente. Si on est parti pour une intensification, il faut absolument avoir une réponse complète moléculaire, et ça c'est vraiment le schéma à base de Hervé Netoclax qui nous donne le plus de chances de l'obtenir. L'allogreffe n'est pas morte dans la LLC, tu l'as gardée. Il y a d'autres questions? Ouais. Du coup, là, par rapport à une discussion pour la myose, est-ce qu'on pourrait faire du Netoclax, je pense? Parce que dans les plasmocytes de myélome, il y a un CLA très important. Dans la myose, on cherchait un copain au Netoclax. Module FCA. Ah non, c'est un module BIM. Après, ça régule le CL1 dans des infos. Commence par le faire dans les translocations de 14. On ne sait pas pourquoi c'est mieux dans les 11-14. Il n'y a pas d'autres questions? On va quand même prolonger un peu pour le temps que... Alors, la chimiothérapie est terminée, peu importe l'intervalle libre entre la première et la deuxième ligne. 7 ans après FCR, tout ça, une rechute, c'est fini, Abada. Ouais, il a 7 ans de plus en plus. FCR, 7 ans de plus. Oui, il y a 7 ans de plus. C'est pas la peine de faire FCR. Voilà. C'est fini, terminé. Tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on a mis dans la référentielle. De chimio contre un traitement continu, mais finalement, ils ont des hypogamins pendant 10 ans, c'est alors 2 fois la SLR, ils sont pas à la même. Et dernier expliqué. Ça, moi. Donc c'est là pour ceux qui prescrivent la chimio à l'HDJ, on ne se trompera plus dans le schéma. Herbinda, rechute, LLC. C'est pas la même dose. Après, on ira encore avec la HDJ. Il n'y a pas d'autres questions? Sauf que le Murano est quand même la communication marquante de cette année. Quoi. Avec 60% de MRD négatif et la mise à jour va être faite, on augmente encore la MRD en rechute. Et donc ça pose la question de ce que dit Emmanuel. Le vrai challenge, c'est quelle sera la première ligne? Mettre les 3 médicaments qui vont coûter la peau des fesses, on ne saura pas ce qu'on fera derrière. Quelle association?
jusqu'à continue, en fonction de l'âge, comme tu le dis, c'est ça la question. Ouais, mais c'est pas parce qu'on a mis un inhibiteur de BTK ou un anti-CTK en première ligne qu'on est interdit de leur faire en seconde ligne. C'est ce qu'on fait tout le temps. Ah bah non, mais il faut que tu l'arrêtes derrière. Donc l'intérêt de c'est en ça que le Urano est important. c'est d'arrêter le traitement après 1 an ou 18 mois. De manière